Le sang coulait encore de ma gorge tranchée quand j'ai entendu le rire de ma sœur, ce rire cristallin qui avait toujours masqué le venin de son âme. J'étais morte, étouffée dans les eaux sombres de la Seine, les lumières de Paris dansant comme des démons moqueurs au-dessus de ma tête, et pourtant, en un battement de cils, je respirais à nouveau, le goût du café parisien sur les lèvres, 10 ans en arrière. Ma résurrection n'était pas un miracle divin, mais une malédiction cruelle, revivre pour venger, ou périr une seconde fois dans l'oubli. Le scalpel avait été son idée, à elle, Élise, ma sœur aînée, la perle de la famille, celle que nos parents avaient couronnée d'or pendant que je ramassais les miettes. C'est pour ton bien, Camille, avait-elle murmuré en me plaquant contre le bord du pont, son visage si proche que je sentais son parfum Chanel voler dans mon tiroir. Mais ce n'était pas pour mon bien, c'était pour le testament que j'avais rédigé en secret, celui qui révélait comment elle avait détourné l'héritage de notre défunte mère pour financer ses rêves de gloire hollywoodienne, me laissant pour compte avec nos dettes familiales. Paris, cette ville des amants et des traîtres, m'avait vu naître et mourir 2 fois. À présent, dans ce corps de 25 ans, fragile et plein de promesses non tenues, je marchais dans les rues pluvieuses du Marais, le cœur battant au rythme d'une vengeance qui mijotait comme un pot-au-feu empoisonné. Élise était encore l'étudiante en art dramatique, innocente en apparence, mais je connaissais ses secrets, les nuits passées à falsifier des documents, à séduire notre père pour qu'il signe les chèques, à me rabaisser devant notre mère agonisante pour qu'elle lègue tout à l'enfant prodige. Et moi? J'étais la comptable discrète, celle qui payait les factures, qui avait découvert le pot aux roses trop tard. Trop tard pour la première vie. Pas pour celle-ci. Je m'arrêtais devant le café Les Deux Magots, là où tout avait commencé 10 ans plus tard dans ma timeline d'années. Les serveurs en veston blanc glissaient entre les tables comme des fantômes, et je commandais un expresso serré, mes mains tremblant encore du souvenir froid de l'eau qui m'emplissait les poumons. Assise à une table en terrasse, sous la pluie fine qui perlait sur mon imperméable, je sortis un carnet noir, le même que j'avais emporté dans ma chute mortelle. Dedans, j'écrivais, étape 1, infiltrer. Étape 2, exposer. Étape 3, détruire. Pas de pitié cette fois. La loi française, si élégante et impitoyable, serait mon scalpel à moi. Ce soir-là, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, l'air embaumait le pain frais et les regrets. Maman, avec ses cheveux grisonnants relevés en chignon impeccable, remuait une soupe à l'oignon dans la cuisine, tandis que papa, le banquier austère aux lunettes cerclées d'or, lisait Le Monde à la table. Élise dévalait l'escalier en robe rouge, ses talons claquant comme des coups de feu, prête pour une soirée au Moulin Rouge. Camille, ma chérie, tu viens avec nous, minauda-t-elle, ses yeux bleus pétillants de feinte affection. Nos parents sourirent, comme toujours, leur regard glissant sur moi comme sur un meuble usé. Non, merci. J'ai du travail, répondis-je, forçant un sourire qui masquait la tempête en moi. Travailler? Oh, j'allais travailler, mais pas sur des bilans comptables. Sur elle. Sur eux. Je montai dans ma chambre, la petite alcôve au papier peint défraîchi, et allumai mon ordinateur portable. Mes doigts volèrent sur le clavier, accédant aux archives familiales que j'avais protégées par un mot de passe qu'Élise ignorait encore, vérité oubliée. Là, les preuves, virements occultes vers un compte offshore aux Bahamas, factures falsifiées pour ses stages à Cannes, et même une lettre de notre mère, datée de son lit d'hôpital, où elle confessait avoir été manipulée par Élise pour déshériter l'autre fille, la loyale. Le lendemain, je commençai par les petites piqûres. À l'université Sorbonne, où Élise régnait en diva du théâtre, je m'inscrivais à un cours d'improvisation. Camille? La petite sœur invisible, s'exclama-t-elle en me voyant dans l'amphithéâtre bondé, entourée de ses admirateurs. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas enfin sortir de ta coquille. Son ton était doux, mais je vis l'éclair de suspicion dans ses yeux. Parfait. Pendant la pause, je glissai une note anonyme dans son casier, ton rôle principal arrive. Mais cette fois, c'est une tragédie. Elle la trouva plus tard, et ce soir-là, au dîner, elle était nerveuse, picorant son foie gras sans appétit. Nos parents, bien sûr, ne remarquèrent rien. Élise est stressée par ses auditions, dit maman en caressant sa main. Papa hocha la tête, ajoutant, toi, Camille, tu devrais t'inspirer d'elle. Elle a du feu. Du feu? Oui, le feu qui m'avait consumé dans ma précédente vie, quand il m'avait accusé de vol après qu'Élise eut subtilisé les bijoux de maman pour les revendre. J'avais porté le chapeau, payé les avocats, vu ma carrière s'effondrer pendant qu'elle filait à Los Angeles avec l'argent. Et quand j'avais tenté de les confronter, elle m'avait attiré sur ce pont, prétextant une réconciliation,
pour me pousser dans le vide. Pour la famille, avait-elle dit avant de rire. Les jours suivants, je tissais ma toile. Je contactai discrètement un journaliste du Canard enchaîné, un vieil ami de papa que j'avais rencontré dans ma vie antérieure. J'ai des infos sur une fraude familiale impliquant un banquier respecté, lui dis-je au téléphone, ma voix voilée par un mouchoir. Il mordit à l'hameçon. Pendant ce temps, je sabotais subtilement Élise, un email anonyme à son agent, révélant ses prêts non remboursés, une rumeur lancée dans son cercle théâtral sur ses origines douteuses, un mensonge, mais un qui la rongerait. Elle rentrait tard, les yeux rougis, accusant le monde de jalousie. C'est toi, hein, Camille? Tu essaies de me couler parce que tu es jalouse, explosa-t-elle un soir, dans le salon aux meubles Louis XV. Pourquoi ferais-je ça, répondis-je calmement, sirotant mon vin rouge. Nos parents accoururent, papa fronçant les sourcils, Camille, c'est indigne. Élise est fragile en ce moment. Fragile? Elle, qui m'avait noyé comme un chaton indésirable? Je me levai, posant mon verre avec un cliquetis délibéré. Et si c'était la vérité qui la ronge? Maman, papa, vous vous souvenez de la lettre que maman vous a laissée avant de mourir? Celle que vous avez éperdue? Leur silence fut assourdissant. Élise pâlit, ses lèvres tremblant. Le premier craquement dans la façade. La tension montait comme la crue de la Seine en janvier. Je décidai d'accélérer, une visite à l'avocat de famille, prétextant une mise à jour de mon testament. Je veux tout léguer à une œuvre de charité pour les victimes de fraude, déclarai-je, signant avec un sourire. L'avocat, un homme chauve et méfiant nommé Maître Duval, arqua un sourcil. Et votre sœur? Vos parents? Ils ont déjà tout, mentis-je. Dehors, sous la tour Eiffel illuminée, je reçus un appel, le journaliste avait des preuves solides. Publié, ordonnai-je. Le lendemain, le scandale éclata. Le Canard titrait « Le banquier de la honte, détournements familiaux au cœur de Paris ». Les photos de papa en costume rayé, Élise en robe de soirée, et même moi en arrière-plan flou. Les bureaux de papa furent perquisitionnés, les sirènes hurlaient dans la rue comme des banshés. Élise surgit dans ma chambre, hystérique, griffes sorties, c'est toi. Tu as tout manigancé, sale petite garce. Maman t'aimait pas, elle me l'a dit. Elle voulait que je sois libre, pas toi, la ratée. Elle me frappa, ses ongles lacérant ma joue, et pour la première fois depuis ma résurrection, je sentis le sang couler au chaud, réel, victorieux. Je la repoussai, riant doucement, ce rire que j'avais appris d'elle. Libre? Tu parles d'une liberté, Élise. Voler l'héritage de maman pour tes fantasmes? Me laisser crever sous les dettes? Et cette nuit sur le pont. Tu te souviens. Pour la famille, disais-tu, en me poussant. Ses yeux s'écarquillèrent, le visage blême comme un masque de commedia dell'arte. Que? Quoi? Tu délires. Tu n'étais pas. Je sortis la lettre de ma poche, celle que j'avais recopiée de mémoire, les mots de maman, révélant comment Élise l'avait empoisonné lentement avec des médicaments pour accélérer l'héritage. Un secret que j'avais enterré dans ma première mort, par peur. Plus maintenant. Tu mens, hurla-t-elle, arrachant le papier, le déchirant en confettis. Mais il était trop tard. Nos parents, alertés par le bruit, entrèrent, leurs visages déformés par l'horreur. Papa s'effondra dans un fauteuil, murmurant « Mon Dieu, Élise. » C'est vrai? Maman oh non, la nouvelle maman, encore vivante dans cette timeline porta une main à sa gorge, les yeux emplis de larmes. Camille, ma fille. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que vous ne m'écoutiez jamais, pensais-je. À voix haute, parce que vous préfériez la menteuse. La police arriva 2 heures plus tard, Élise menottait, vociférant des insultes en anglais appris pour Hollywood. C'est un complot. Elle est folle. Mais les preuves s'accumulaient, analyse toxicologique sur les restes de maman, exhumés sur ordre judiciaire, relevé bancaire, et ma déposition la vérité brute, sans phare. Papa fut arrêté pour complicité, maman s'effondra en sanglots, me suppliant pardon. Nous t'aimions, Camille. Nous étions aveugles. Aveugles, oui. Mais la vengeance n'était pas que pour moi, c'était pour toutes les ombres que Paris avale chaque nuit. Pourtant, au milieu du chaos, un twist me frappa comme un coup de couteau, dans les dossiers d'Élise, je trouvai une photo jaunie, un test ADN caché. Elle n'était pas notre sœur. Adoptée en secret après une fausse couche de maman, pour remplacer un enfant perdu.
Papa l'avait su, l'avait gâté pour expier sa culpabilité. Et moi? J'étais la vraie, la loyale, mais invisible. La révélation me brisa autant qu'elle la détruisait. Était-ce de la vengeance, ou juste une correction cosmique? Le procès fut un cirque médiatique, digne d'un Zola moderne. Élise, en tailleur chic derrière les barreaux, pleura crocodile, jurant que j'avais fabriqué tout ça par jalousie. Regardez-la. La fille qui a toujours voulu ma place. Les tabloïds titraient « La sœur maudite, résurrection d'une trahison ». Mes parents, ruinés, vendirent l'appartement, maman vint me voir en prison visite, ses mains tremblantes pressant les miennes à travers la vitre. Pardonne-nous, Camille. Nous avons failli à notre devoir. Je hochai la tête, mais intérieurement, le poison persistait. Pardonner? C'était un luxe pour les vivants innocents. Quand Élise fut condamnée à 20 ans pour meurtre et fraude, je crus la boucle bouclée. Mais dans ma cellule, seul avec les échos de la Bastille voisine, je sentis un froid familier. Était-ce la fin, ou le début d'une nouvelle chute? Paris, impitoyable, murmurait, revient, et recommence. Peut-être que la vraie résurrection n'était pas la mienne, mais celle des mensonges que nous portons tous. Les murs de la prison de Fleury-Mérogis suintaient d'humidité comme les secrets que j'avais exhumés, et chaque nuit, je revivais non pas ma mort, mais ma naissance à cette seconde chance. Allongé sur le matelas raide, écoutant les gémissements des co-détenus, je repensais à ces premiers jours post-résurrection, l'euphorie mêlée à la nausée, le monde technicolore redevenant gris sous le poids des souvenirs. J'avais marché jusqu'à la Seine ce matin-là, trempé mes doigts dans l'eau glacée du quai, cherchant les traces de mon corps noyé. Rien. Seulement des touristes riants, des bateaux-mouches glissant comme des serpents indolents. Je suis revenu, murmurai-je à la rivière, et elle répondit par un clapotis moqueur. De retour à la vie normale, j'avais dû naviguer les écueils familiaux avec une prudence de funambule. Élise, dans sa bulle d'illusion, organisait une soirée réconciliation pour marquer son anniversaire 28 ans, l'âge où j'étais morte la première fois. L'invitation était arrivée par SMS, avec des émojis cœur et des viens, Serette, on oublie le passé. Le passé? Elle voulait dire le futur qu'elle m'avait volé. J'y allais, vêtu d'une robe noire simple, celle que j'avais portée à mon propre enterrement fantôme. La fête se tenait dans un loft du 11e, loué avec l'argent de papa, rempli de faux artistes et de vrais parasites. Dès mon arrivée, Élise m'embrassa sur les 2 joues, son haleine sentant le champagne rosé. Camille. Tu as l'air différente. Plus confiante. Ses amis ou des acteurs ratés et des mannequins éphémères me jaugèrent comme un accessoire oublié. Je souris, sirotant un cocktail qu'elle m'avait tendu, ignorant le léger goût amer du GHB. Pas encore, mais bientôt, dans ma timeline originale. Merci, Élise. J'ai appris des choses ces derniers temps. Nous dansâmes, ou plutôt, elle virevolta autour de moi comme une tornade, racontant ses auditions à la Comédie Française, comment elle allait conquérir Paris, puis le monde. Au milieu de la nuit, quand la foule se dispersa en rires avinés, elle m'entraîna sur le balcon surplombant la rue animée. Les lumières de Bastille scintillaient en bas, un kaléidoscope de tentation. Écoute, Camille, dit-elle, allumant une cigarette mentholée, je sais que tu ressens de la rancune pour l'héritage. Mais maman voulait ça pour moi. Toi, tu es si pratique. Pas faite pour briller. Ces mots étaient une lame fine, taillant dans la chair de mes vieilles blessures. Dans ma première vie, j'avais hoché la tête, avalé la pilule. Cette fois, je ripostais, briller. Comme quand tu as falsifié sa signature pour le compte en banque? Ou quand tu as convaincu papa de me couper les vivres après l'université? Elle se figea, la cigarette tombant presque de ses lèvres peintes en rouge sang. De quoi tu parles? Tu inventes. Mais je vis le tremblement, le calcul derrière ses yeux. Je sortis mon téléphone, montrant une capture d'écran à un email qu'elle avait envoyé à un complice, daté d'il y a 2 semaines, Camille soupçonne. Distrais-la avec une fête. Si elle pousse trop, on s'occupe d'elle comme prévu. Son visage se décomposa, un masque de porcelaine fissuré. Comment? Tu as piraté mon compte? Non, mentis-je. J'ai juste ouvert les yeux. La dispute éclata là, sous les étoiles indifférentes, ses cris attirant les regards curieux des voisins. Tu es paranoïaque. Papa, maman, venez voir ce qu'elle raconte. Ils accoururent, encore sobre heureusement, et pour la première fois,
je lâchai la bombe, la lettre de maman, que j'avais photocopiée en secret chez l'avocat. Lisez, dis-je, la tendant à papa. Ses mains tremblèrent en dépliant le papier jauni. Élise. Ma chérie. Tu as empoisonné? Maman s'étrangla, tombant à genoux. Élise hurla, c'est faux. C'est elle qui ment, toujours. Elle veut tout pour elle, la petite Sainte-Nitouche. Le chaos s'ensuivit, appel à la police, ambulance pour maman qui fit une crise d'angoisse, et Élise, emmenée menottée, jurant vengeance à son tour. Tu paieras, Camille. Tu paieras pour ça. Mais c'était moi qui payais depuis des années. Le lendemain, les journaux People le closèrent, Paris Match s'emparèrent de l'affaire, drame familial chez les bourgeois parisiens, sœur contre sœur dans un empoisonnement présumé. Mon nom circulait, Camille Laurent, la survivante, et pour la première fois, je n'étais plus l'ombre. Pourtant, la revanche avait son prix. Maman, hospitalisée à l'Hôtel-Dieu, me convoqua. Allongée dans son lit blanc, perfusion goûtant comme des larmes, elle murmura, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt, ma fille ?» J'ai toujours su qu'Élise était intense. Mais je pensais que c'était de l'amour. De l'amour? C'était de la possession, un cancer familial que j'avais excisé trop tard dans ma première vie. Parce que vous choisissiez la paix, maman. Et la paix coûte cher aux invisibles. Elle pleura, et je la serrai dans mes bras, sentant pour la première fois un lien réel, fragile comme du cristal de baccarat. Papa, lui, sombra dans la dépression. Son bureau à la BNP fut fermé, les collègues l'évitaient comme la peste. Il vint me voir dans notre appartement vide, désormais aux enchères. Camille, j'ai tout perdu. À cause d'elle. Et de moi. Assis sur le canapé usé, il avoua l'adoption d'Élise, le secret pour protéger la famille après la perte de leur premier-né en moi, presque. Tu étais si petite, si fragile. Élise était un miracle. Un miracle empoisonné. Je lui tendis un verre de cognac, le même que nous buvions lors des Noëls forcés. Le miracle a un prix, papa. Et maintenant, on paie tous. Les mois suivants furent un balai macabre. Élise, en détention provisoire, m'envoyait des lettres venimeuses, « Tu crois que tu as gagné? Ils te haïront pour ça. Tu es la destructrice. » Mais je répondais par le silence, tissant plutôt des alliances. Un détective privé, ancien flic de la PJ, creusa plus profond, il découvrit qu'Élise avait un amant, un producteur véreux nommé Laurent, ironique, qui finançait ses vices en échange de faveurs. Des photos compromettantes, des vidéos floues du chantage pur. Je les envoyai anonymement à la presse, et le scandale s'amplifia, l'actrice en herbe et le magnate du cinéma, un duo toxique. Le twist vint lors d'une audience préliminaire au palais de justice. Élise, menottée mais toujours théâtrale, se tourna vers moi dans la salle bondée. Camille, avant qu'il me juge, avoue-le, tu as tout inventé pour l'attention. Maman t'aimait plus, mais elle me choisissait parce que j'étais meilleur. La salle retint son souffle. Je me levai, le cœur cognant. Meilleur? Tu m'as tué, Élise. Pas physiquement, pas encore, mais tu m'as effacé. Et pour ça, je te rends l'appareil. Le juge tapa du marteau, mais le mal était fait, les flashs crépitèrent, et le soir, TF1 diffusait, confession choc, la sœur parle de meurtre. Cette nuit-là, seul dans mon nouvel appartement du 5e, près du Panthéon, je pleurais pour la première fois depuis ma résurrection. Était-ce justice, ou juste une spirale de haine? Paris, avec ses bouquinistes le long de la rive, vendait des livres sur la rédemption au Hugo, Dumas, mais la mienne était tachée de sang imaginaire. Pourtant, au matin, un appel de maman, reviens, Camille. On recommence. Sans elle. Un nouveau départ? Peut-être. Mais la vengeance, une fois goûtée, laisse un arrière-goût de cendre. La reconstruction fut plus ardue que la destruction, un puzzle aux pièces manquantes éparpillées dans les ruelles de Montmartre où j'errais désormais, évitant les regards des anciens voisins. J'avais pris un job freelance en comptabilité pour des ONG ou ironie du sort, auditant les fraudes caritatives et loué un studio minuscule sous les toits, avec vue sur Sacré-Cœur qui veillait comme un juge silencieux. Maman appelait tous les soirs, sa voix chevrotante racontant des riens, le marché d'Aligre, un thé chez Angelina. Ton père. Il essaie de se relever. Il voit un thérapeute. Papa, l'homme de fer, brisé par ses propres mensonges. Je l'ai visité le dimanche,
dans leur appartement rétréci du 16e, mangeant des croissants tièdes en discutant du temps, évitant les abysses. Mais Élise hantait nos silences. Son procès approchait, un spectacle judiciaire qui faisait la une de Libération, l'affaire Laurent, trahison sanguine ou paranoïa sororale? Ses avocats, des requins en costume prince de Galles, arguaient la folie la mienne, bien sûr. Ma cliente est victime d'une sœur délirante, obsédée par un passé inventé. Inventé? J'avais les preuves, le journal intime d'Élise, trouvé dans son loft après perquisition, page noircie de rage, Camille doit disparaître. Elle sait trop. La scène est si pratique. Le procureur, une femme acérée nommée Madame Leclerc, me convoqua pour répéter mon témoignage. Mademoiselle Laurent, votre vision des événements est-elle influencée par un trauma? Trauma? Si seulement elle savait. Assise dans son bureau lambrissé, odeur de vieux cuir et de justice moisie, je faillis tout lâcher, la mort, la résurrection, ce saut temporel absurde comme un roman de science-fiction français, à la Michel Houellebecq mais avec plus de sang. Au lieu de ça, je répondis, non, madame. C'est la vérité. Et la vérité blesse. Elle hocha la tête, notant quelque chose. Dehors, la pluie martelait les vitraux de Notre-Dame, un requiem pour les pêcheurs. Pour me distraire, je m'engageai dans un groupe de théâtre amateur oui, théâtre, le poison d'Élise. Pas pour briller, mais pour exorciser. Sur la petite scène d'un café-théâtre du quartier latin, je jouais des rôles mineurs, la servante vengeresse dans une adaptation de Phèdre, la sorcière dans Macbeth traduit par Hugo. Les applaudissements timides me réchauffaient, un baume sur les cicatrices invisibles. C'est là que je rencontrai Antoine, un metteur en scène barbu aux yeux verts comme les miens, qui me dit après une répétition, « Tu as une intensité rare, Camille. Comme si tu portais le poids du monde sur tes épaules. » Il ignorait à quel point. Antoine devint mon ancre, nos dîners dans des bistrots de la butte aux cailles remplis de rires forcés et de confessions partielles. Ma famille m'a brisé, lui avouai-je un soir, sous les guirlandes lumineuses. Mais je les ai brisés en retour. Il posa sa fourchette sur son assiette de confit de canard, me regardant avec cette tendresse française, mi-philosophique mi-sensuelle. La vengeance est un amant froid, Camille. Elle te consume avant de te libérer. Était-il mon twist heureux, ou juste un interlude avant la chute? Nous fîmes l'amour cette nuit-là, dans son atelier encombré de masques et de scripts, et pour un moment, j'oubliai la scène. Mais Élise ne l'oubliait pas. Une lettre arriva, postée de Fresnes, « Je sais ton secret, petite sœur. Tu n'es pas revenue d'entre les morts par hasard. Tu es maudite, comme moi. Et quand je sortirai parce que je sortirai, je te noierai pour de bon. » Un frisson me parcourut, comment pouvait-elle savoir? Avait-elle lu mon carnet, jeté dans la Tamise lors de ma première mort? Paranoïa, me dis-je, mais je changeai les serrures, installai des caméras. Paris, ville de lumière, cachait tant d'ombre. Le jour du procès arriva comme une tempête d'été, orageuse et électrique. Le tribunal de grande instance de Paris grouillait de journalistes, flashs crépitants comme des coups de feu. Élise entra, pâle mais composée, en tailleur gris perle, ses cheveux relevés en chignon de condamné. Moi, en pantalon noir et chemisier blanc, je m'assis au banc des témoins, le cœur battant la chamade. Le président, un homme sec aux lunettes pince-nez, demanda, « Mademoiselle Laurent, relatez les faits tels que vous les connaissez. » Je parlais, voix claire comme la Loire en crue, la manipulation, l'empoisonnement, la poussée fatale sur le pont au nom, pas encore arrivée, mais planifiée, prouvée par ses notes. Élise explosa lors de sa déposition, « C'est une menteuse pathologique. Elle a toujours voulu ma vie. Regardez-la, elle rayonne maintenant, grâce à moi. Sans mon drame, elle serait encore une nullité. » La salle murmura, papa, au fond, baissa la tête. Maman, voilée de noir, sanglota. Puis vint le twist, son avocat présenta un enregistrement audio, ma voix mais altérée. Confessant, j'ai tout fabriqué pour la détruire. C'est moi la toxique. Mon sang se glaça. Deepfake? Élise sourit, triomphante. Voyez? Elle avoue. Le chaos. Suspension d'audience, expertise technique. Pendant l'attente, Antoine me serra contre lui dans le couloir, murmurant, « C'est faux, je sais. » Mais le doute rongeait, et si, dans ma rage, j'avais franchi la ligne? Non. La perquisition chez l'avocat d'Élise révéla le pot, un studio d'édition audio loué sous faux nom. Le deepfake fut invalidé,
mais le mal était fait, les doutes semés, les médias titrant fait couvrait. Le duel des sœurs Laurent. La sentence tomba 2 semaines plus tard, 25 ans pour Élise, avec sursis pour papa en tant que complice mineur. Elle hurla en sortant, « Ce n'est pas fini, Camille. La malédiction nous lie. » Les menottes cliquetèrent, et pour la première fois, je vis de la peur dans ses yeux, pas pour elle, mais pour moi. Dehors, sous un ciel clair, maman m'embrassa, « C'est fini, ma chérie. Vivons. » Mais était-ce vrai? Antoine proposa, « Viens avec moi en Provence. » Loin de tout. J'hésitais, le passé comme un boulet. Pourtant, la nuit suivante, un appel anonyme, « Tu crois que c'est elle, la seule coupable ?» Une voix masculine, familière, l'amant d'Élise. Le producteur. Ton père savait pour l'adoption. Et pour le premier enfant. Ce n'était pas une fausse couche. C'était un avortement forcé. Par lui. Le monde bascula. Papa, non content de préférer Élise, avait effacé mon existence avant même ma naissance. La vengeance, loin d'être close, s'ouvrait sur un abîme plus profond. Le révélateur goûtait comme de l'acide sur mes certitudes, et je passais la nuit à fouiller les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses reléguées dans le grenier de l'ancien appartement, que maman m'avait confié en pleurant. Parmi les lettres jaunies et les photos fanées au papa jeune, en veston croisé, serrant une cigarette entre ses dents, je trouvais le dossier médical, daté de 1990, un avortement thérapeutique pour maman, ordonné par papa après un scandale au bureau. Risque pour la carrière, notait-il en marge. Et Élise? Adoptée 6 mois plus tard, un remplacement imparfait, blonde et extravertie, l'opposé de la fille qu'ils avaient perdue au mois, potentiellement. Au matin, je confrontais papa dans un café anonyme du Champ de Mars, les feuilles d'automne tourbillonnant comme mes pensées. Il arriva, voûté, son par-dessus trop grand pour son cadre amaigri. « Camille, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en voyant les papiers. Je les étalai sur la table en marbre, voix basse mais tranchante, « Expliquez-moi, papa. Pourquoi m'avez-vous effacé avant même que je naisse? Et pourquoi Élise pour me remplacer ?» Ses yeux s'embuèrent derrière ses lunettes, il alluma une gauloise, inhalant profondément. C'était une erreur. Un moment de faiblesse. Ta mère. Elle était fragile. Le bébé au toit arrivait au pire moment. J'ai paniqué. Paniqué? Des vies ne se paniquent pas, on les vole. Et vous avez préféré l'illusion. Élise, la parfaite. Moi, la seconde chance que vous n'avez jamais voulu. Il pleura, là, en public, un banquier brisé par ses propres calculs. Pardonne-moi, fille. J'ai tout gâché. Pardon? Le mot flottait comme fumée, insaisissable. Je me levai, laissant les papiers, non, papa. C'est moi qui décide maintenant. Dehors, la tour Eiffel dominait, phallique et froide, symbole d'ambition française dévorante. Antoine, sentant ma tourmente, m'emmena en escapade à Avignon, loin des venins parisiens. Nous marchâmes dans les remparts médiévaux, mains enlacées, buvant du pastis sous les platanes. « Laisse-le passer, Camille, murmura-t-il lors d'une sieste paresseuse dans une chambre d'auberge, ses doigts traçant des cercles sur ma peau. Construit. Pour un temps, je crus y arriver, des répétitions joyeuses, un rôle principal dans une pièce off. La vengeance est un plat qui se mange froid, coïncidence cruelle. Les critiques louèrent mon intensité viscérale, et pour la première fois, je me vis dans une affiche, Camille Laurent, étoile montante. Mais Paris appelait, avec ses sirènes hurlantes. Maman tomba malade d'un cancer, ironie noire, le même que celui qu'Élise avait accéléré dans l'autre timeline. Je rentrai en train, le cœur serré, trouvant l'appartement empli d'odeurs d'antiseptiques et de regrets. C'est rien, ma chérie, mentit-elle, amaigrie dans son lit. Papa veillait, ombre silencieuse. Nous parlâmes enfin, des Noëls volés, des anniversaires oubliés, de l'amour tardif qu'il me portait. Nous t'avons aimé, à notre façon, dit papa. Mais la peur nous a aveuglés. La peur, ce grand égaliseur français, de Sartre à Camus. Élise, depuis sa cellule, tenta un dernier coup, un avocat contacta, proposant un accord rétractation mutuelle pour un appel. Elle dit que tu es sa seule famille, mentit-il. Je refusai, mais le doute s'insinua, et si la malédiction était partagée? Une visite en prison, à travers la vitre crasseuse, me le confirma. Élise, cheveux ternes, uniformité rayée, me fixa, tu gagnes, Camille.
Mais sans moi, qui es-tu? La loyale petite sœur, ou juste une vengeresse vide? Ces mots frappèrent, un miroir tendu. Je suis moi, répondis-je. Libre. Le vrai climax survint lors de la mise en scène d'Antoine, la première au théâtre de la ville. La salle pleine, lumière tamisée, je montais sur scène en costume victorien, incarnant une femme trahie qui ourdit sa revanche. Au milieu du monologue le sang appelle le sang, et Paris boit les larmes, je trébuchais, un flash, la scène, le rire d'Élise, ma gorge tranchée. La salle retint son souffle, je repris, voix brisée mais puissante, et l'ovation fut tonitruante. Antoine m'embrassa en coulisses, tu es une force, Camille. Cette nuit, nous fêtâmes au Procope, toast au champagne, à la résurrection. Mais le twist final guettait. Une semaine plus tard, un paquet anonyme, le carnet noir, récupéré de la scène par un clochard qui l'avait vendu à un brocanteur. Dedans, non seulement mes notes de vengeance, mais une page ajoutée de la main d'Élise. Camille n'est pas revenue par hasard. C'est moi qui ai prié pour ça, dans la chapelle de la prison. Pour qu'on recommence. Sœur pour toujours. Était-ce vrai? Une hallucination? Ou le lien maudit, plus fort que la haine? Maman guérit, miracle de la chimio et de la volonté, papa trouva un job modeste en conseil fiscal. Nous dînâmes un soir, tous les trois, sans Élise un Noël anticipé, d'un des bûches, rire timide. À la famille porta maman. Je trinquai, mais intérieurement, la famille est une prison dorée. Antoine proposa le mariage, un printemps en Normandie. J'acceptai, mais avec une clause, pas d'enfant. Pas de malédiction nouvelle. Pourtant, en marchant seul le long de la Seine un soir d'été, je sentis l'eau murmurer, reviens. Étais-je guéri, ou juste en sursis? La vengeance m'avait rendu entière, mais à quel prix? Paris, éternel, gardait ses secrets. L'automne enveloppait Paris d'un manteau ocre, et avec lui vint la clôture ou l'illusion de clôture. Le mariage fut simple, une cérémonie civile à la mairie du 6e, suivie d'un lunch aux zinc d'un bistrot caché, avec Antoine en costume bleu nuit, ses vœux murmurés comme un sonnet de Baudelaire, je t'aime pour tes ombres autant que tes lumières. Maman, en chapeau cloche, essuya une larme, papa, droit comme un i, serra ma main, félicitations, fille. Tu mérites ça. Mériter? Après le sang versé, c'était un mot doux amer, comme un calvados trop vieux. Élise écrivit une dernière lettre, post-scriptum d'une vie en cage, j'ai lu ton carnet. Si c'est vrai ta mort, ton retour, alors nous sommes liés par plus que le sang. Pardonne-moi, comme je te pardonne d'avoir gagné. Je la brûlai dans le lavabo de mon studio, les flammes dansant comme des démons libérés, et jetai les cendres dans le vent du boulevard Saint-Germain. Pardon? Peut-être, un jour. Pour l'instant, c'était suffisant. Ma carrière décolla, un agent me contacta après la pièce, proposant un rôle dans une série Netflix où une détective hantée par son passé, écho trop proche. Tu as l'air authentique, dit-il. Authentique. J'acceptais, tournage dans les sous-sols humides du métro, nuit blanche à mémoriser des lignes sur la trahison. Antoine, jaloux mais fier, me taquinait, ma femme, l'étoile. Ne m'oublie pas quand tu seras à Cannes. Cannes, le rêve d'Élise. Ironie, encore. Maman survécut à son cancer, un Noël radieux où nous décorâmes un sapin minuscule, boule en verre soufflé rappelant les fragilités familiales. Regardez-nous, dit-elle, levant son verre de cidre. Rebâti. Papa hocha la tête, plus loquace, Camille, j'ai écrit mes mémoires. Pour que tu saches tout. Le livre arriva des mois plus tard, auto-édité, intitulé Les ombres d'un banquier, confession crue sur l'avortement, l'adoption, les préférences coupables. J'ai aimé Élise pour expier toi, y avouait-il. Je le lus en une nuit, pleurant sur les pages, catharsis, enfin. Mais le vrai Big ACH ou Happy End tordu au vin avec la grossesse surprise. Malgré nos précautions, un test positif, bleu clair comme la Seine par beau temps. Antoine dansa de joie, maman tricota des chaussons. Moi? Peur viscérale. Et si j'hérite de la malédiction, confiai-je à Antoine lors d'une promenade aux Tuileries, feuilles mortes craquant sous nos pas et si l'enfant préfère un oncle imaginaire? Il rit, m'embrassant, alors on l'aimera double. Et on lui racontera ton histoire, pas la vengeance, la résurrection. L'accouchement fut à la maternité Port-Royal, cri mêlé à la pluie battante. Une fille, aux yeux verts comme les miens, prénommée Léa aux fleurs de France, Innocence.
En la tenant, je revis Élise bébé, photo volée, même faussette. Liée? Oui. Mais cette fois, j'élèverai avec vigilance, pas aveuglement. Des années passèrent en un clin d'œil, Léa apprenant à marcher dans le Luxembourg, Antoine montant les revenants au théâtre du Rond-Point, moi oscillant entre écran et planche. Élise sortit sur conditionnel après 10 ans, vie brisée, actrice oubliée dans un café-théâtre de banlieue. Elle m'écrivit, puis-je voir ma nièce? J'hésitai, puis oui, un café prudent aux fleurs. Elle arriva, vieillie, ridée comme un pruneau. Elle te ressemble, dit-elle, larmes aux yeux. Désolé, Camille. Vraiment. Nous parlâmes des heures, pas de haine, mais de cicatrices. Sœur, conclut-elle. Pour la première fois, je crus. Papa mourut paisiblement, crise cardiaque lors d'une partie de pétanque, maman le suivit 2 ans plus tard, sereine. À l'enterrement, sous la pluie normande, je lus un extrait de ses mémoires, La famille n'est pas parfaite, mais elle est nôtre. Antoine serra ma main, Léa, 8 ans, demanda, maman, c'est quoi, une résurrection? Je souris, c'est quand on revient plus fort. Paris, immuable, continua son ballet, amour, trahison, renaissance. Ma vengeance? Un chapitre clos, ou peut-être le fondement de ma force. Dans les soirs d'été, au bord de la Seine, je chuchotais à l'eau, merci pour la seconde chance. Et elle répondait, calme, de rien.